La réforme des études de santé s'est avérée être une usine à gaz incompréhensible. La Cour des comptes a rendu récemment un rapport extrêmement critique. Faut-il revenir à l'ancien système? On en parle avec nos invités. Avec moi, Didier Gosset, bonjour. Vous êtes doyen honoraire de la faculté de médecine de Lille, bonjour. Bonjour. Lucas Poitvin, vous êtes président de l'Association nationale des étudiants en médecine, l'ANEV, bonjour. Et Emmanuel Dastorg, président du collectif national, bonjour Emmanuel, président du collectif national PASLAS. Vous êtes un parent d'élèves et vous avez créé il y a quelques années ce collectif pour vous battre finalement contre cette réforme. Lara Gazal, journaliste au Figaro étudiant. Lara, pourquoi remet-on en cause aujourd'hui le système de la première année d'études de santé? 4 ans après la mise en place de la réforme PASLAS, qui avait supprimé la PACES, la première année commune aux études de santé, la Cour des comptes a proposé de la supprimer le 11 décembre dernier. Elle souhaite, je cite, mettre en œuvre une simplification de l'accès aux études de santé à travers le déploiement d'une voie unique d'accès aux études médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie dès la rentrée de 2026, en cause d'une réforme jugée illisible et qui crée des disparités, puisque selon un rapport de la FAGE publié en février 2024, 43% des jeunes en deuxième année de santé ressentent une différence de niveau entre ceux qui sortent de PASS et ceux de LAS. Donc pour rappel, la PASS est une licence santé avec une mineure au choix, par exemple, admettons, économie. Et la LAS, c'est une licence au choix, par exemple, on peut prendre droit, avec une mineure en santé. Alors, en quoi consisterait cette nouvelle voie d'accès unique? Alors, il ne s'agit pas de rétablir l'ancienne PACES, mais de mettre en place un socle commun de connaissances pour tous les candidats. Donc, il y aurait donc une majeure en santé, mais aussi une mineure hors santé. La Cour précise que cette première année doit être vue, je cite, comme un portail donnant accès à l'ensemble des formations MMOP, donc c'est médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, aux autres formations en santé, à une licence santé si l'université en possède une, et aux autres licences de l'université. Alors, et qu'en est-il des autres spécialités médicales? La Cour des comptes, elle affirme avoir relevé une stagnation du nombre d'étudiants en pharmacie et en maïeutique, avec de nombreuses places vacantes. Et donc, pour y remédier, elle propose de mettre en place une voie d'accès post-bac en pharmacie et en maïeutique, directement accessible via Parcoursup, une proposition qui a longtemps été plaidée par les étudiants de ces filières. Didier Gosset, on s'attendait à ce rapport? Oui, effectivement, on sait que... Un désastre annoncé? Avant d'installer le système, il était prévisible que ça ne fonctionnerait pas. Le but était de casser la sélection considérée comme abrupte et de passer à un modèle, disaient à cette époque les conseillers, de sélection molle. On est bien dans une sélection molle, mais le dispositif ne convient à personne. À quel moment on s'est dit que c'était une bonne idée d'enseigner le droit ou l'économie à des futurs médecins? L'idée était double. L'idée était de dire, d'un côté, on va vers une diversification de la formation pour avoir une culture peut-être plus large. Mais cette diversification, en réalité, on ne l'atteint pas au bout d'un an. Pour avoir déjà un bagage juridique, par exemple, il faut peut-être aller jusqu'à la licence. Donc la diversification n'est pas atteinte. Et l'autre idée était de dire, eh bien, on crée un système sans échec. Le redoublement en passe est interdit, mais celui qui ne rentre pas dans les études de santé peut s'échapper vers d'autres études sans perdre une année et éventuellement revenir après. Emmanuel Dastorg, pour vous, ça a été un échec dès la première année. Je rappelle que vous aviez un enfant en fait en études de médecine à l'époque. Pourquoi à un moment donné vous êtes dit ça va mal se passer? Alors oui, moi j'avais donc ma fille en études de santé. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas au bout de 2-3 mois. Ça allait de mal en pire. Les jeunes ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait, ne comprenaient pas ce qu'ils devaient prioriser.
Ça a été des informations qui ont été erronées et qui ont changé rapidement au cours de l'année. Donc, oui, les enfants ont été perdus. Et quand un enfant est perdu en études de médecine, c'est un peu toute la famille qui l'accompagne qui est un peu perdue aussi. Donc, on a cherché des réponses. Malheureusement, on n'a pas trouvé puisque les facultés n'étaient pas vraiment prêtes à accueillir cette nouvelle réforme et donc tout le monde était un petit peu perdu, y compris les personnes qui organisaient ces études de santé. Donc ça a été un long parcours, une longue année, et malheureusement ça s'est poursuivi. Ils ne se sont pas contentés de louper dès la première année. Les dysfonctionnements perdurent encore aujourd'hui. Là, elle est en quelle année de médecine aujourd'hui? Alors ma fille est en 4e année, voilà, donc elle a fait une passe. Avec avec un double cursus en sciences humaines. Donc elle était en même temps à la fac de médecine et en même temps en fac de sciences humaines. Elle n'a pas été aux oraux, elle a refusé les oraux qu'elle n'avait pas médecine et donc elle a fait une LAS2, donc la 2e année. Pour redoubler la première année. Donc, en 2e année, elle n'était plus à la fac de médecine, elle était en fac de humaines. Voilà. Et donc, elle a fait une 2e année de licence de sciences humaines. Et à l'issue de cette année-là, elle a été grand admise dans son cursus et donc elle a pu intégrer les études de médecine. D'accord. Lucas voilà, Poitvin. Ça c'est dans... Lucas Poitvin, vous avez été la première génération, un peu comme la fille d'Emmanuel Dastorg, à passer cette première année. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et est-ce que vous êtes d'accord avec le rapport de la Cour des comptes ? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors oui, ce rapport de la Cour des comptes, nous, on l'attendait depuis bien longtemps, parce qu'il vient mettre en lumière des constats que l'on a dressés depuis un certain temps, en ce qui concerne le manque de lisibilité vis-à-vis des différents parcours, mais également l'angoisse que cette réforme, elle crée auprès des étudiants, et tout un ensemble de dysfonctionnements plus ou moins locaux de la part des universités qui ont conduit à remettre en cause les principes fondateurs de cette réforme. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, nous, on a... Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement ? En gros, il y a PASS, où c'est un peu l'ancienne médecine, c'est-à-dire ça se passe à la faculté de médecine, comme avant. Il y a un peu de droit ou d'économie selon ce qu'on choisit. Et puis, il y a les LAS, où on fait surtout du droit avec un peu de médecine. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'une fois que ces deux types d'élèves se retrouvent en 2e année de médecine, ils n'ont pas du tout fait la même chose, ils n'ont pas du tout le même niveau. Et donc, il y a pas mal d'échecs d'étudiants qui viennent de l'AS, non ? Exactement, mais ça c'est quelque chose qu'on dresse aussi comme constat, c'est-à-dire que vous avez des étudiants qui ont fait une majeure d'une autre discipline et relativement peu de santé, et alors qu'avant la réforme, il y avait une première sélection qui se faisait en première année, mais ensuite jusqu'en 6e année, vous aviez des étudiants qui redoublaient peu ou quasiment pas, et quasiment aucune réorientation, quand là on se rend compte que successivement, on a beaucoup plus d'étudiants qui sont amenés à redoubler parce qu'ils ont des difficultés l'intégration et la maîtrise des connaissances en 2e, 3e, puis 4e année. Bah oui, si on a fait 80% de psychologie au lieu de faire médecine, évidemment qu'on n'a pas le même niveau que les autres. Ça semblait quand même assez logique. Didier Gosset, on devait s'y attendre, non, finalement ? Oui, bien sûr, c'est le grand reproche, en dehors de sa lisibilité. Je vous mets au défi d'expliquer à vos proches. Moi-même, j'ai eu un peu de mal, voilà, c'est un peu compliqué. Mais l'un des gros reproches, le reproche majeur qu'on peut faire à cette réforme, c'est la dichotomie avec le système des LAS, qui sont avant tout des licences, avec un vernis médical surajouté. Et quand l'étudiant rentre en 2e année... Ça peut être des licences de n'importe quoi, des licences de psycho, oui. Alors, d'arménien, de je sais que quelquefois, ça reste proche de la médecine. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Et donc, on se retrouve en 2e année avec une double population, celle de PASS et celle de LAS, avec des niveaux très différents, un bagage très différent, un mode de pensée aussi très différent, parce qu'on ne travaille pas de la même façon en PASS, qui est finalement l'ancienne PASSES, et en licence. Et donc, à l'issue de la 2e année, la différence de moyenne entre les deux populations, si je puis dire, d'étudiants est de 5 points de moyenne générale. C'est énorme. C'est énorme. Donc,
les étudiants, globalement, alors évidemment, il y a toujours de très bons étudiants, y compris en LAS, qui passeront toujours à travers tout, mais enfin, globalement, cette population-là est amenée à traîner la patte, à être en queue de peloton, peut-être en queue de CN, en deuxième partie de choix, de l'internat, des EDN maintenant. Voilà, on appelle le concours de l'internat, et aujourd'hui on appelle... À redoubler ou à abandonner. Et c'est là qu'il y a une perversion du système. On a fait sauter le verrou du numerus clausus, remplacé par des quotas. Alors c'est vrai que le nombre d'étudiants globalement a augmenté, sur toutes les filières 20% et en médecine 10%, sauf que ces 10% n'iront pas jusqu'au bout. Ils abandonnent. Parce que chaque année, le chiffre pour Lille, c'est entre 3 et 4%, on perd chaque année 3 à 4% des étudiants. Donc c'est comme si... le numérus était... la réforme était inefficiente, puisque le verrou a sauté, mais de toute façon, on ne peut plus remplir les quotas. Et il se trouve que, finalement, pour une année donnée, le vivier est épuisé. Oui, on ne peut pas les remplacer. Une fois qu'ils sont en quatrième année, c'est fini. On ne peut pas, même en première année, si vous voulez, quels que soient les quotas actuels, on fait le plein de tous ceux qui ont la capacité de rentrer en médecine. Donc on peut élargir les chiffres, de toute façon on ne pourra pas les remplir plus. Donc il faut trouver autre chose. Lara, vous allez nous parler de ces étudiants en médecine qui ont choisi l'expatriation, malheureusement. Oui, justement, face aux conditions d'études exigeantes des facultés de médecine françaises, beaucoup ont opté pour des formations francophones, justement, mais chez nos voisins européens. Selon un rapport de la Cour des comptes, publié en décembre dernier, ils sont 6500 étudiants en médecine à partir chaque année. Souvent, cette décision, elle s'explique par une déception des formations en santé françaises qui sont jugées trop concurrentielles et peu humaines. Et c'est la même chose du côté des étudiants en médecine dentaire, qui est une spécialité à part. En 2022, plus de 50% d'entre eux sont partis étudier à l'étranger, surtout au Portugal et en Roumanie. Et pour ce qui est des étudiants en médecine générale, ils privilégient beaucoup l'Espagne et la Belgique. Alors quel est l'intérêt de partir comme ça ? Les avantages, ils peuvent être nombreux, des formations plus simples, des conditions de travail plus agréables, aussi la qualité de la vie. Mais il faut noter que les frais de scolarité sont quand même souvent bien plus élevés. Par exemple, en Belgique, pour un cursus à l'université de Louvain, donc à Bruxelles, il faudra débourser en moyenne 835 € par an. Mais ce chiffre reste quand même dérisoire, par exemple, par rapport à la Roumanie, où les frais s'élèvent à minimum 6 000 €. Pour ce qui est de la France, alors l'inscription en première année, elle est de 175 €, mais à cela s'ajoutent des frais de matériel pédagogique. Les facultés de médecine belges sont d'ailleurs très prisées par les étudiants français, pour leur proximité géographique avec la France et aussi leur réputation académique. Il n'y a pas de concours dans ces autres pays ? Alors en Belgique, il y en a un. Et les meilleurs élèves sont retenus sur la base d'un numerus clausus, auquel s'ajoute aussi un quota de 15% pour les non-résidents. Donc le concours, il se base sur des connaissances acquises au lycée et il sélectionne les candidats en amont de la première année, ce qui peut permettre d'éviter un climat de concurrence entre les étudiants. En revanche, il n'y a pas de concours en Roumanie, un pays qui attire aussi beaucoup les étudiants. Je ne sais pas, Lucas Poitvin, ce que vous en pensez de ces étudiants qui partent à l'étranger. Alors, ces étudiants qui ont la pleine légitimité de se dire qu'ils n'ont pas réussi, ou du moins qu'en France, on ne leur a pas donné la possibilité d'accéder à ces études-là, et donc qui partent tenter leur chance à l'étranger, c'est pleinement légitime. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils partent ? Alors déjà, d'une part, il y a les questions de capacité de formation et d'augmentation du nombre d'étudiants qui viendraient à former, mais également une question qui réside dans la condition des études des étudiants en médecine. En fait, il y a un paradoxe, il faut se rendre compte qu'on demande à des étudiants de prendre soin des patients, de leur expliquer comment avoir un mode de vie sain, etc. Et parallèlement, c'est des étudiants qu'on va mettre sous pression de la première à la dernière année de leur étude. On parle de la réforme d'entrée dans les études de santé, mais il y a la réforme du deuxième cycle et une réforme du troisième cycle où on allonge continuellement la durée de l'internat, qui sont également à prendre en compte. Sans parler des conditions de stage dans lesquelles certains étudiants peuvent se retrouver, mais également, une dernière chose aussi, la question de la précarité. Un étudiant à Bac+4, quand il commence son externat, il va
veulent commencer avec 2,21 € net par heure. C'est quelque chose qui est difficilement acceptable, difficilement soutenable quand on sait le pouvoir d'achat et les problématiques auxquelles font face ces étudiants. Oui, mais on le voit bien, les étudiants français, d'accord, peut-être sont mal payés pendant l'internat, mais ils ne payent pas leurs études. Là, on voit des étudiants qui préfèrent payer 6 000 € plutôt que de faire leurs études en France. Mais bien sûr, mais c'est dramatique aussi parce que du coup, ça engage des familles à des frais sur une longue durée pour des étudiants qui souhaitaient s'engager pour le pays et pour les patients. Et donc, il y a la véritable question qui est de se dire pourquoi est-ce qu'il y a des étudiants qui sont obligés de partir à l'étranger. Et comme j'ai dit, il y a ces réformes-là qui ne se construisent de manière assez étrange, on va dire sans forcément réel but, ou du moins avec des difficultés pour atteindre les objectifs auxquels elles s'étaient fixées. Et donc, c'est la première chose à faire. Il faut bien comprendre que les parents sont un petit peu, les familles sont un petit peu inquiètes quand elles voient les conditions, la réforme pas très lisible, les conditions d'études, et parfois ils préfèrent payer ou se rassurer en envoyant leurs étudiants, leurs jeunes à l'étranger. J'ai une question pour vous, Didier Gosset. Est-ce qu'on peut s'inspirer quand même un petit peu de ces systèmes étrangers, vous qui avez beaucoup voyagé dans les facultés de médecine étrangères? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer pour améliorer notre système? Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai fait des propositions récemment qui visaient à augmenter le nombre de médecins pour répondre aux besoins de la population. Et à partir de là, j'ai constaté que dans les 3 cycles des études médicales, il y avait des difficultés et que finalement, la seule solution qui me paraissait crédible, c'était de diminuer la durée des études. Moins 1 an dans là, il faut combien d'études pour... vous êtes en 5e? Il faut au minimum 10 ans d'études pour faire médecine générale et après voilà. 11 à 12. Médecine générale, on est à 6+4 maintenant. Il y a certaines spécialités à 5 ans comme la médecine interne, 6+5, et la chirurgie, c'est 6+6, c'est 11 ans. On peut, sans difficulté, on le faisait bien avant, diminuer l'internat d'1 an. Ça rendrait des jeunes aux études plus attractives. Oui. Mais on peut, je vais au-delà, rendre encore les études plus attractives et empêcher de partir un certain nombre d'étudiants en diminuant le premier et deuxième cycle, en passant de 6 ans à 5 ans. C'est pas très compliqué. Par exemple, en première année, il y a des modules de chimie très volumineux, chimie fondamentale, chimie organique, qui sont évidemment extrêmement intéressants pour la culture générale, mais qui n'ont vraiment rien à faire dans des études de médecine. C'est très important pour les pharmaciens, donc il faut garder ça dans les pharmaciens, mais à l'inverse, les pharmaciens n'ont pas besoin d'anatomie. Donc en révisant les programmes, on peut gagner beaucoup de temps. Et puis en enseignant les choses différemment. L'anatomie pour l'anatomie, non. L'anatomie, ça s'enseigne avec la radiologie. L'anatomie, ça s'enseigne avec la chirurgie. Voilà, il faut faire une approche holistique qui permet de gagner du temps. En réduisant les études de 6 à 5 ans pour le premier et deuxième cycle, je suis persuadé que les étudiants en sortiraient moins fatigués, moins essorés. Et ils sont vraiment... on parle beaucoup du mal-être étudiant en deuxième cycle. C'est ça, c'est la surcharge des programmes. On peut alléger les choses. Il y a quand même l'idée de faire une sélection sur Parcoursup. Alors peut-être Lucas Poitvin, qu'est-ce que vous en pensez de sélectionner les jeunes filière par filière, en pharmacie, puisqu'on manque de pharmaciens, en maïeutique, et de les sélectionner directement sur Parcoursup, comme peuvent le faire finalement des universités étrangères, la Cato de Lille, c'est ce qui se passe, et de moins faire dans le tirage au sort ou dans le... voilà, de faire la sélection directement en amont. Est-ce que vous pensez que ce serait faisable, possible, alors nous, souhaitable? On s'oppose un peu à ce mode de sélection. Vous me citez l'exemple de la Cato, mais les études sont payantes. Et donc du coup, ça revient à payer pour pouvoir rentrer dans ce système d'études. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que cette première année, c'est aussi le socle fondamental qui va permettre à des étudiants qui ne vont pas forcément se retrouver dans la même filière, mais de pouvoir bénéficier d'enseignements communs qui sont peut-être à faire évoluer, peut-être plus apprendre de l'organisation du système de santé, de la manière de communiquer avec les patients. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées, mais c'est quand même quelque chose qui est très important de pouvoir avoir cette base fondamentale avant une sélection. Et je rajouterai une dernière chose, qui est de dire que si on fait la sélection sur Parcoursup, ça veut dire qu'on laisse le monopole de l'accompagnement des étudiants pour faire cette sélection aux organismes de préparation privés, alors que c'est plutôt à l'université de le faire dans le cadre de cette première année-là. Je vais donner la parole à Emmanuel Lastorgue. Emmanuel,
Aujourd'hui, lorsque vous avez vu ce rapport de la Cour des comptes, est-ce que vous pensez que ce que suggère le rapport, c'est-à-dire de revenir à une voie unique, est une bonne chose? Indéniablement, oui. Parce que le double parcours ne marche pas, ça a déjà été expliqué par les autres invités. Oui, il faut revenir à quelque chose, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose sur lequel les jeunes vont pouvoir s'identifier, vont pouvoir savoir où ils vont. Je rejoins ce que disait M. Poitvin sur la santé mentale des jeunes qui font ces études de médecine et qui est terrible aujourd'hui dans tous les cycles, hein, deuxième, premier cycle, enfin, n'importe quel cycle. Et donc, il faut revenir à des choses beaucoup plus saines. Il faut quand même se rendre compte que ça fait des Cours des comptes, nous, c'est absolument pas une surprise. Hein. Ce qui est dénoncé dans la Cour des comptes, nous, ça fait exactement 5 ans qu'on le dénonce. On a rencontré des ministres qui nous ont à peine écoutés, on a rencontré des doyens qui nous ont à peine écoutés. Vous comprenez, nous, on est des parents, donc on ne sait pas très bien ce que disent les enfants. Donc voilà, mais ça fait 5 ans qu'on dit ça, ça fait 5 ans que finalement, on se rend compte que rien ne fonctionne et qu'il faut vraiment changer. Faire une réforme, c'est une chose, mais elle a été faite trop vite, il faut le rappeler, et elle ne peut pas marcher parce que aussi l'encadrement n'est pas à la hauteur. Elle a été faite à l'envers, cette réforme. Il fallait peut-être déjà recruter des professeurs d'université, des professeurs hospitaliers. Hein, la profession est aussi en crise, alors je ne savais pas. Donc tout ça, ça a été fait à l'envers. Maintenant, il faut vraiment, parce que la Cour des comptes, c'est finalement un élément en plus. Il y a déjà le Conseil d'État qui a condamné cette réforme 3 fois. Je rappelle que notre collectif a réussi dès la première année, alors peut-être M. Poitvin doit savoir, parce qu'il était cette première année aussi, par notre action, on a réussi à sauver 1500 postes supplémentaires sur 14 facultés. Donc l'augmentation qui a été constatée dans ces études de médecine, elle le doit aussi au collectif, qui a rappelé que au départ, l'annulation du numerus clausus a été quand même un sacré mensonge qui a été répété à foison par 7 ministres de la Santé depuis la mise en place de cette réforme. Donc oui, il faut revenir à quelque chose de plus simple, il faut revenir à quelque chose de plus juste, de plus équitable et rapidement. Didier Gosset, est-ce qu'on peut s'inspirer quand même des universités étrangères pour la sélection à l'entrée des étudiants? Alors déjà, comment ils font ailleurs? Parce que nous, on n'y arrive pas, mais est-ce qu'ils font mieux? Mais en tout cas, personne dans le monde, à ma connaissance, ne fait de sélection au bout d'un an. La sélection se fait à l'entrée. Ça, et à chaque fois qu'on explique notre système, personne ne comprend. On nous regarde avec de gros yeux, en regardant nos effectifs de première année, personne ne comprend. Les gens sont surpris. Donc Partout, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique. Alors, aux États-Unis, le système est un petit peu différent parce qu'il y a plusieurs années avant de rentrer en médecine, mais quand on rentre en médecine, la sélection se fait à l'entrée. Et effectivement, on peut s'inspirer. Alors, je trouve que Parcoursup, c'est un peu court pour faire une sélection de cette importance. Qui a sélectionné sur les notes de première terminale, oui. Bon, les notes, ça reste important, oui. Hein, bien sûr. Mais c'est probablement pas suffisant. Regardons ce qui se fait, par exemple, du côté du Canada, dont on s'inspire en ce moment beaucoup dans le deuxième cycle avec les Écosses. Bon, ils ont un système qui s'appelle Casper. Comme le petit fantôme, qui est de mettre, l'idée étant de mettre l'étudiant candidat devant un écran d'ordinateur et on lui passe un certain nombre de scénarios, soit des petites vidéos, soit des petites vignettes écrites, et on teste sa réaction. On lui pose des questions pour tester l'aspect éthique, pour tester son empathie, pour tester sa capacité à diriger une équipe. Et ça, c'est pas mal parce que ça ne nécessite pas d'oral. L'étudiant peut être influencé
négativement, s'il est un peu timide, on peut être timide, on a le droit d'être timide quand même quand on est lycéen, et sélectionner sur l'empathie par un oral à ce moment-là, ça me semble précoce, on peut s'améliorer en devenant plus mature, mais par contre devant un écran d'ordinateur, il n'y a pas cette barrière-là. Donc c'est une façon de faire, il y a plein de possibilités, mais s'en tenir à Parcoursup, c'est un peu court quand même. C'est un peu court. Lucas Poitvin, qu'est-ce que vous suggérez pour améliorer la sélectivité à l'entrée? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sélection à l'entrée, hein, on regarde un peu plus qu'avant, mais on rentre en médecine. Et ensuite, c'est tout au long de la première année des études de santé que se passe la sélection. Il y a eu beaucoup de critiques sur les oraux en particulier. Où on en est aujourd'hui? Alors oui, comme disait le professeur, c'est très important de regarder aux différentes évolutions sur les modalités pédagogiques qu'on peut rapidement, amener. Hein, parce qu'on a une minute. Vraiment, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse avoir cette première année-là avec une acquisition commune de connaissances à égalité, peu importe la condition de l'étudiant préalable, et donc de pouvoir sélectionner une part des écrits, parce que c'est quelque chose qui est intéressant, sur une part des oraux qui ont justement été modifiés suite à des problématiques qui ont été relevées par le Conseil d'État et qui maintenant sont plus homogènes entre les différentes facultés et qui n'interrogent plus sur des paramètres un petit peu absurdes, comme par exemple un projet professionnel qui n'est pas encore construit à cette période-là des études. D'accord, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Emmanuel Dastorg, je vois que votre combat n'est pas vain. Merci Lucas Poitvin de l'ANEF. Merci à tous d'avoir participé. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'École.